Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître un faux thérapeute ou un faux enseignant de lumière. Puisqu'il y a beaucoup de mes élèves qui me demandent, après avoir fait une initiation avec moi, comme ils savent que je suis dans la lumière et dans la pureté et la sagesse, parce que je suis un enseignant qui enseigne ces techniques de soins avec amour et beaucoup de bienveillance, euh, après avoir fait une initiation avec moi, en général, les élèves restent avec moi pour les autres initiations, mais ça leur arrive de changer d'enseignant. Ce qui n'est pas grave ni dramatique, c'est logique. Ils ont chacun leur propre en fait expérience à faire, mais souvent ils me demandent, Jimmy, comment on peut reconnaître un vrai d'un faux thérapeute de lumière ou un vrai d'un faux enseignant de lumière? Alors, ça c'est une question qui m'est souvent posée en ce moment, du coup je vais y répondre. Alors, déjà pour les élèves qui ont des ressentis, qui sont aguerris, c'est-à-dire qui ont des ressentis, des intuitions, d'accord, je vous conseille en priorité de faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions, puisque le ressenti et l'intuition ne trompent jamais. Même si la personne d'en face, qui est votre interlocuteur, elle vous dit non, tu te trompes, ou alors c'est pas ce que je suis en train de traverser ou pas en train de vivre, d'accord, à partir du moment on a un ressenti médium unique ou énergétique qui se fait en nous, d'accord? Le ressenti ou l'intuition qu'on a, elle ne trompe jamais, ok? Donc, comment on peut reconnaître un faux thérapeute d'un vrai thérapeute de lumière ou un faux enseignant d'un vrai enseignant de lumière? Déjà, premier truc, on demande souvent une photo de la personne pour les élèves qui ne connaissent pas l'enseignant ou l'enseignante ou le thérapeute en question. La photo permettra à l'élève de se faire une idée au niveau énergétique et aussi de ressentir les énergies de la personne. Parce que euh, la photo, pour nous médiums, permet d'avoir un premier contact avec la personne et ses énergies. Alors, moi, personnellement, j'en ai pas besoin, mais parfois pour les élèves qui me demandent si tel ou tel thérapeute est bon ou mauvais, ou dans l'ombre ou la lumière, la photo elle est utile parce que ça permet d'avoir un premier ressenti médium unique ou ressenti énergétique et de dire à l'élève, ok, cette personne elle est dans la lumière, par contre cette personne là elle est dans l'ombre, ok? Et je sais que je me trompe jamais. Euh, donc la photo de la personne, quand on veut ressentir ses énergies à distance, on la demande, d'accord? Et en fonction de notre ressenti, si on se sent bien en regardant la photo, eh bien c'est que la personne est dans la lumière ou qu'elle correspond à notre vibration ou à notre énergie euh, actuelle. Si par contre on regarde une photo de la personne et qu'on se sent mal, qu'on a mal à la tête, qu'on a mal au ventre, qu'on a mal aux jambes, qu'on a mal partout, eh bien c'est que la personne est polluée et en plus qu'elle n'est pas forcément dans la lumière. Deuxième chose, quand on rentre dans un lieu, donc ça peut être un cabinet de soins, une boutique, un bureau, une salle d'initiation pour les gens qui font des grandes initiations avec beaucoup d'élèves, quand on rentre dans ce genre d'endroit et qu'on sent que l'endroit il n'est pas nettoyé, pas purifié, et qu'en plus on se chope des entités derrière, d'accord? Eh bien c'est que le nettoyage malheureusement est négligé, d'accord? Négligé, et que bah, parfois les personnes travaillent avec du sombre, ok? Parce que malheureusement, les personnes qui sont dans le sombre, d'accord, se fondent dans la masse. Et ça, c'est Aurore qui me l'a appris de la boutique L'Aurore Céleste. Voilà, Aurore m'a souvent dit, et c'est une théorie qui est véridique, la plupart des personnes qui sont dans le sombre, d'accord, se fondent dans la masse. Et c'est la vérité, puisque la plupart des personnes qui sont dans l'ombre, d'accord, souvent ils ont ce qu'on appelle un masque de gentillesse face à vous, et puis derrière ils vous font des rituels occultes, vous attaquent ou euh, d'autres choses beaucoup plus graves. Malheureusement, tout ce que je suis en train de vous expliquer, je l'ai vécu, mais moi, mon avantage, alors l'avantage que j'ai, c'est de voir, d'accord, de percevoir les personnes et en plus d'entendre ce qu'ils pensent. Et je vous garantis que c'est méga
méga un avantage. Parce qu'au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais quand ce genre de choses arrive? Eh bien, tout simplement, je nettoie avec le dégagement. En fait, le dégagement, les rayons, ou le feu de Cali maintenant, parce que c'est un nouveau soin que j'ai intégré il y a un mois. Et ça marche très très bien. Et du coup, bah, j'ai une énergie qui est tout le temps au top. Euh, donc voilà. Alors, comment on peut savoir si le thérapeute ou l'enseignant ou la personne est dans la lumière? Eh bien, tout simplement en regardant la photo. Puisque la photo va, je vous dirais pour les personnes qui sont médiums comme moi, elle va nous indiquer s'il faut qu'on aille vers cette personne ou au contraire s'il faut qu'on s'éloigne. D'accord. Euh, Maintenant, en tant que professeur et enseignant énergétique, je vous conseillerais de toujours rester avec le même enseignant et le même formateur. Mais c'est vrai que parfois, eh ben, on est attiré vers tel ou tel enseignant parce qu'on estime que sa formation, elle est bien ou que ses énergies sont bien. Et après, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que l'enseignant ou l'enseignante en question, elle est attirée par l'argent, elle est attirée par le business, et malheureusement, elle fait des initiations qu'on décrira comme initiation porte-monnaie, c'est-à-dire qu'elle pense à son argent avant de penser au bien-être de ses élèves. Voilà. Et puis voilà pourquoi il y a de nombreux formateurs ne suivent pas, qui ne suivent pas les élèves durant les 21 jours ou durant les protocoles d'initiation ou les protocoles énergétiques. Voilà, ils sont de plus en plus nombreux, ce que je trouve bien dommage, parce que quand on est dans la lumière et pour la lumière et qu'on travaille dans la lumière, que ce soit dans les soins, dans les voyances, dans les énergies, on doit suivre nos élèves. Moi, je prends souvent l'exemple de Martine Vénian, qui est une de mes élèves qui porte un handicap au niveau physique et pourtant je l'ai formée au rayon. Je l'ai formée à plein de protocoles et je ne cesse de la suivre, même encore à l'heure actuelle. Parfois, elle m'envoie des messages vers 10 heures ou 11 heures du soir quand elle a besoin, vraiment besoin euh, de mon aide. Et bien, je l'aide tout simplement parce qu'en tant que thérapeute, on ne voit pas uniquement le porte-monnaie, on ne voit pas le porte-monnaie ni l'argent, on voit aussi le bien-être de nos élèves et des personnes qu'on reçoit. D'accord? C'est pour ça que mes élèves restent mes élèves. Je verrai toujours leur bien-être avant le porte-monnaie. Alors bien sûr, en tant que thérapeute, il faut qu'on soit payé parce que on travaille pour la lumière. Le Métatron, comme j'expliquais, il n'est pas d'accord pour qu'on donne tout gratuitement non plus, mais on doit avoir le bien-être des élèves ou des personnes qu'on reçoit dans l'environnement de stage, d'initiation ou autre. Et il faut que l'environnement soit nettoyé. Parce que si on ressort de l'initiation avec une entité sur nous, ou avec une entité, oui, ou avec quelque autre saloperie qu'on peut trouver dans l'astral, et bien malheureusement c'est que le lieu n'est pas nettoyé, ce qui peut aussi expliquer que dans votre business ou dans votre travail, vous n'avez pas de clientèle, puisque à partir du moment où l'endroit n'est pas nettoyé, vous n'attirez pas les bonnes énergies, tout simplement. Voilà, et vous n'attirez pas non plus la clientèle. Voilà, donc, première chose à faire, quand on rentre en contact avec un formateur, une formatrice ou un thérapeute, ok, déjà, on essaie de se rendre sur place pour la première fois. La première fois, il faut absolument, sauf si la distance elle est trop loin, voire trop importante, on se rend sur place. Ok, sinon on se base sur le ressenti photo. Et ok, et aussi sur la prise de contact avec le thérapeute. La prise de contact, que ce soit par écrit, par téléphone, par mail, par voilà, tous les moyens possibles, on prend contact avec le thérapeute et par rapport à sa façon d'écrire, par rapport à sa façon d'agir, on voit si le thérapeute est dans la lumière ou au contraire dans l'ombre, ok. Euh, voilà, donc ça c'est un deuxième point important. Et bien sûr pour les personnes qui peuvent se rendre physiquement à l'endroit où le thérapeute de lumière et où la personne de lumière et où le médium et on se rend sur place parce que on va sentir beaucoup plus de choses concernant la personne, concernant l'endroit et l'environnement dans lequel il est, si l'environnement il est neutre ou au contraire pollué ou tout ce genre de choses. C'est toutes des choses qu'on va sentir qui paraissent pas grand chose mais qui pourtant peuvent jouer dans
dans une consultation, dans une initiation énergétique et dans pas mal de choses euh, finalement. Donc, quand on rencontre un thérapeute énergétique ou toute personne, je dirais, qui bosse dans l'énergétique, on regarde en premier lieu les diplômes que la personne a, d'accord, les diplômes qu'il possède, d'accord, et les connaissances qu'il a. Si au contraire il n'a pas de diplôme, s'il ne peut pas vous fournir de diplôme en preuve écrite, comme quoi il a bien fait les initiations ou il a bien passé telle ou telle formation, on ne on n'y va pas parce que c'est une personne qui pratique ça ouais, au noir en fait, ils me disent les guides, et du coup on n'y va pas. Il faut que la personne qui pratique les initiations ait des diplômes euh, énergétiques quand même derrière, d'accord? C'est pour ça que moi, dans mes formations, à chaque initiation qu'on passe, sauf les rayons, parce que les rayons m'ont été fournis sans diplôme et sans certificat, mais pour les autres techniques d'initiation, comme le Lao Chi 13, le Lao Chi normal, euh, ou encore d'autres formations, eh bien, il y a toujours un diplôme qui permet à l'élève de prouver qu'elle a passé la formation avec moi, et en plus qu'elle est diplômée de cette technique, et qu'elle est apte aussi à transmettre cette technique à d'autres personnes, puisque mes élèves, une fois avoir reçu la technique, ils peuvent à la fois s'auto-guérir eux-mêmes, mais à la fois initier par eux-mêmes. Voilà. S'ils le souhaitent, ce qui n'est pas obligatoire. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Et puis aussi un faux thérapeute de lumière. Alors, quand une personne travaille dans le sombre, parce que souvent on me dit comment on sait si la personne elle est dans l'ombre ou la lumière. Quand une personne elle travaille dans le sombre, elle porte ou il porte ou voilà, bref, un masque de gentillesse. Ce qui veut dire que devant vous, vous allez sentir que la personne elle va vous apprécier, vous aimer, machin, nanana. Et en fait, voilà, on sentira à l'intérieur qu'il y a une énergie en nous qui nous dit il y a un truc qui marche pas là. En fait, même si la personne elle est gentille ou elle paraît gentille ou dans la lumière, à l'intérieur de nous, nos ressentis vont nous dire il y a un truc qui marche pas, je le sens pas. Et à partir de là, on se fait confiance parce que les ressentis ne trompent jamais, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand dans ces cas-là, si on n'aime pas trop l'énergie que la personne dégage? Premier réflexe, rayon bleu. Ensuite, rayon doré pour amplifier la puissance des rayons de protection. Et ensuite, les pierres de protection. Voilà, que moi j'ai toujours sur moi. Alors ça se voit, alors là, on le voit pas, mais j'ai une tourmaline qui est sur moi. Et j'ai un œil de chat dans la poche. Je vous montre à quoi ça ressemble. J'ai toujours ces deux pierres sur moi. Ou alors un jadéite qui est encore plus puissant que l'œil de chat qui me permet de me protéger des personnes en extérieur aussi bien que des personnes qui pourraient m'envoyer de la mauvaise chose. Je le remets dans la poche. Donc voilà. Donc après, pareil, quand les personnes vous transmettent des techniques énergétiques, comme le Lao Chi, comme le Reiki Karuna pour les personnes qui pratiquent le Reiki, parce que je sais que malheureusement il y en a qui le pratiquent encore, quand l'enseignant a bien transmis son initiation en termes énergétiques, eh bien la personne qui est son élève n'est pas censée avoir de crise de guérison qui est trop forte. Alors ça dépend de ce qu'il y a à libérer, je ne dis pas qu'il n'y a pas de libération qui se font, puisque à chaque soin énergétique qu'on fait, il y a des choses qui se décristallisent du corps physique et des corps subtils. Mais si l'enseignant a transmis correctement sa technique énergétique en initiation, eh bien la crise de guérison sera moindre. Personnellement, moi j'ai un enseignant qui s'appelle Kevin, qui est en Alsace. Il m'a transmis Kali, euh, le feu de Kali, qui est un soin de protection et de purification, et il m'a transmis aussi Vénus, et je sais que je n'ai pas eu, durant les 21 jours d'auto-traitement pour Vénus et les 3 jours d'auto-traitement pour Kali, aucun effet indésirable concernant les crises de guérison. Alors oui, j'ai eu des libérations qui se sont faites, mais je n'ai eu aucun effet indésirable durant les 21 jours ou les 3 jours. Ce qui veut dire que l'enseignant en lui-même est compétent,
que en plus il a bien transmis ses initiations et que l'élève n'a pas eu d'effet indésirable. Ok? Après, moi je suis quelqu'un qui bosse sur lui en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit avec les rayons, avec le Lao 13, avec, avec le triangle d'or ou avec maintenant des nouvelles techniques comme Excalibur, oui parfois, et comme le feu de Kali ou encore Vénus. Donc le fait de travailler sur soi constamment, 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 et bien ça amoindrit, entre guillemets, les effets de la crise de guérison qu'on peut avoir. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est une crise de guérison? Eh bien, c'est quand on fait 21 jours de soins sur soi, peu importe le soin, et que des énergies se décristallisent de nous. Que ça soit au niveau du corps physique, au niveau des corps subtils, ou au niveau au niveau émotionnel. Eh bien, quand on fait 21 jours de soins sur soi, on doit faire 21 jours pile et permettre au corps physique, au corps subtil et au corps émotionnel de pouvoir décristalliser ce qui a décristallisé. D'accord? Et surtout, si on fait un soin avec un autre enseignant que moi et qu'on a 21 jours de traitement à faire, on fait les 21 jours de traitement sans interruption et on ne fait pas de formation derrière. On ne perturbe pas un protocole initiatique ou un protocole énergétique. D'accord? Parce que des fois, il y a des personnes qui font beaucoup de soins à la file et puis finalement, au niveau énergétique, ça fait un peu une brouille ou un brouillard énergétique et puis bah, c'est pas toujours très bon de faire ça parce qu'au niveau de votre grille énergétique, ça perturbe votre système énergétique. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Euh, Donc faites-vous confiance à votre ressenti, à votre intuition. Après, vous pouvez toujours consulter un médium ou une personne dans l'énergétique comme moi pour confirmer ou non votre ressenti, mais faites-vous confiance à vous. C'est vous qui êtes votre propre meilleur guide. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans de nouvelles vidéos qui sont à venir.